Vous avez des économistes qui disent aujourd'hui que le prix pourrait dépasser 150 et s'approcher des $200. Vous faites 2-3 centimes de plus et c'est 3 millions en plus dans votre poche par jour. Quelle que soit ta voiture, quel que soit l'endroit où tu habites, quel que soit ton salaire, tu payes la même taxe. Donc la pression fiscale est plus forte sur ceux qui n'ont que la voiture que sur ceux qui ont le choix. Ça fait des années qu'on le dit, ça fait des années que les prix du pétrole augmentent, ça fait des années qu'on dit qu'il faudrait inventer quelque chose d'autre ou au moins avoir une réflexion là-dessus, elle n'a jamais été posée. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas que. Alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça. Vous le savez, en pleine offensive de l'extrême droite, le média se bat pour défendre une information libre, indépendante, hors des mains des milliardaires et leur agenda politique. Et on avance des millions de spectateurs sur Internet, puis nous sommes maintenant diffusés sur Free, Orange et pourquoi pas la TNT francilienne. Et tout ça ne peut se faire sans vous, citoyens et citoyennes. Notre seule force, c'est vous. Alors rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi, au programme cette semaine, la question brûlante du carburant revient avec des prix à la pompe qui augmentent. C'est parti. L'inquiétude grandit depuis 2 semaines avec la guerre au Moyen-Orient déclenchée par l'attaque d'Israël et les États-Unis sur l'Iran. Les prix du carburant, bien sûr, le sujet majeur reste la crise humanitaire en cours pour les populations là-bas et je vous invite à regarder les programmes de mes camarades sur le média qui en parlent. Ici, on parle d'économie et la hausse des prix du carburant se fait déjà ressentir en France. Les professionnels qui enchaînent les kilomètres, tels que les transporteurs, les soignants libéraux, les taxis, ici Normandie, raconte la situation de Sandra Coupé-Legroux, directrice financière des transports bannis qui compte 150 véhicules dans l'heure. Je la cite, en moyenne, l'impact sur 10 camions qui roulent, on perd 600 € par jour, 3 000 € par semaine. À un moment, on ne peut pas tenir. D'autres témoignages, comme des taxis, partagent la même conclusion. Ces professionnels ne peuvent répercuter la hausse du coût sur les clients. Certains doivent le faire quand même. Ces hausses concernent aussi le trafic maritime. Emmanuel Bénichou, directeur général de Household.fr, importe ses produits d'Asie et a plusieurs conteneurs chargés sur des navires en ce moment. Il fait venir 300 à 400 conteneurs chaque mois et l'un de ses transporteurs lui a déjà annoncé une surtaxe de 130 € par conteneur sur ses prochaines livraisons, rapporte France Info. Il faut aussi s'attendre à ce que les consommateurs paient. Les billets d'avion pourraient déjà coûter plus cher, par exemple, et sans parler du sujet central, les particuliers qui dépendent de l'essence pour vivre, aller travailler, faire ses courses, se déplacer tout simplement. Le prix des carburants, du gasoil en particulier, vont descendre de 27 à 30 centimes le litre pour le consommateur dans les centres Leclerc, Système U, probablement les Intermarchés et les Carrefour, a promis Michel-Édouard Leclerc pour ce week-end. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a quant à lui annoncé 500 contrôles dans les stations-service contre les hausses abusives de prix à la pompe. La semaine dernière, les prix en moyenne étaient de 1,87 € pour l'essence, une augmentation de 8 centimes, 2,32 € pour le diesel, une augmentation de 14 centimes, tout ça en une semaine. Rappelons, les Gilets jaunes avaient investi les ronds-points pour un prix à la pompe de 1,50. Thomas, ce mouvement des Gilets jaunes, là, le gouvernement sait que la question des carburants est extrêmement brûlante. Est-ce qu'ils en ont peur ? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Ah oui, je pense qu'ils en ont très peur, parce que qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu les Gilets jaunes ? Ça, c'est assez intéressant, parce que le mouvement des Gilets jaunes a pour moi symbolisé la déconnexion qu'il y avait entre des élites et le reste de la population française. C'est-à-dire que des élites parisiennes qui font des politiques, parce qu'à l'époque c'était un choix politique, c'est-à-dire d'augmenter la fiscalité, et pour une bonne raison, la fiscalité verte, sur les prix des carburants pour que les gens consomment moins de carburant. Donc ça sortait de la tête de technocrates, d'économistes, comme si on de pouvait Paris. choisir de moins consommer de carburant. Exactement, c'est ça. Et ils ont dit, bon, ça va passer crème. Ils ne pensaient pas qu'il allait avoir une forme de révolte. Et il y a eu une révolte très forte des Gilets jaunes qui, rappelons-le, a fait reculer Macron. Macron, après un an où il planait, où il faisait toutes ses réformes, l'a fait reculer et il a dû lâcher 10 milliards. Donc, depuis qu'il y a eu ce mouvement, l'exécutif est traumatisé et regarde vraiment, comme il surveillerait le lait sur le feu, l'augmentation des prix des carburants. Mais la réalité, c'est quoi quand on prend un peu plus de champ sur l'analyse ? On a les prix du pétrole qui augmentent très fortement depuis 2004. Alors, parfois, ça baisse un peu, mais grosso modo, la tendance est à la hausse. Ce qui a poussé les prix du carburant à des niveaux qui n'avaient jamais été atteints avant. Et de l'autre côté, vous avez l'immobilier qui a augmenté aussi très fortement ces 20 dernières années. Ce qui fait que les gens ont dû habiter de plus en plus loin des centres-villes et des lieux de travail. Donc faire de plus en plus de routes. À cela, on ajoute le fait que les salaires n'ont pas beaucoup augmenté, eux. Ce qui fait que vous avez en fait les prix du carburant qui sont une dépense contrainte, vous avez les salaires qui n'augmentent pas, et donc quand ça augmente d'un côté, vous pouvez moins consommer d'autres biens à côté, ce qui devient très compliqué. Ce qui explique en fait, pour finir sur cette première question, qu'il y a eu parfois des moments où, par exemple, François Hollande, qui est du Parti Socialiste, voulait à un moment bloquer les prix,
ce qui est aujourd'hui ce que propose la France Insoumise, mais on vous dit que c'est impossible, mais lui voulait bloquer les prix, et qu'il y avait des sondages, déjà en 2012, qui montraient qu'en 2012, donc 6 ans avant les Gilets jaunes, qui montraient qu'un Français sur 2 pouvait avoir son vote influencé en fonction des mesures prises sur les carburants. Donc cette question, elle est extrêmement inflammable. Est-ce que c'est propre à la France, là, ce sujet si brûlant ? Sans mauvais jeu de mots. En fait, tous les pays sont concernés. Là, les États-Unis, Trump, par exemple, sur l'Iran, il est assez embêté. Et même lui a lâché une partie de ses réserves stratégiques, qui sont des réserves de 90 jours que tous les pays doivent avoir un peu de côté, parce qu'il a vu que le prix de l'essence augmentait aux États-Unis. Et aux États-Unis, pour le coup, il y a une quasi-égalité, c'est que les gens sont très dépendants de la voiture. Chez nous, en fait, il y a une forme d'inégalité parce qu'il y a des gens de ville qui utilisent, les Parisiens aujourd'hui n'ont plus le permis, ils utilisent de moins en moins la voiture, et vous avez d'autres gens qui sont beaucoup plus dépendants. Donc ça concerne quand même tous les pays. La spécificité, c'est qu'il y a de fortes inégalités chez nous entre les têtes pensantes et le reste de la population. C'est quoi les scénarios possibles là, sur les prix du pétrole et les prix du carburant pour les prochaines semaines? Là, c'est sky is the limit. On ne sait pas trop où ça va s'arrêter. Non, mais c'est-à-dire que en 2011, il y avait l'ancien patron de Total, de Margerie, qui avait dit à Sarkozy en 2011, il avait dit, il faut se préparer à un prix de l'essence à 2 euros. C'est un peu près le prix qu'on connaît aujourd'hui. Et là, Sarkozy était tellement fâché qu'il l'avait convoqué et qu'il avait dit non, il n'y a pas de ça, j'aime pas qu'on dise ça. Enfin voilà. On a dépassé plusieurs fois les prix de 2 euros. Tu l'as bien rappelé avec les prix qu'il y avait sous les mouvements des Gilets jaunes, on était quand même à des prix en dessous. Aujourd'hui, on a quand même une crise majeure dans un endroit, on l'a dit la semaine dernière, qui représente 30% de la production de pétrole, 20% des exportations mondiales. Donc si ça se poursuit, les tensions risquent d'être fortes et donc les prix de monter. Vous avez des économistes qui disent aujourd'hui que le prix pourrait dépasser 150 et s'approcher des $200. Donc c'est pas des scénarios qu'on peut écarter, c'est des scénarios qui existent, qui sont sur la table. Donc les prix peuvent monter, oui, très clairement. Toute la question, ça va être ce qu'on en fait de ces prix qui augmentent. Moi, je voudrais faire un rappel que les riches et les grandes entreprises se sont jamais aussi bien portés alors qu'on enchaîne les crises. Crise du Covid, guerre en Ukraine, inflation, explosion des prix de l'énergie, on s'en souvient très bien. Et bien tout ça, ça ne les a pas concernés, voire ça les a enrichis. En France, il y a plus de la moitié de l'augmentation du prix de l'énergie qui serait due aux marges exceptionnelles des plus grandes entreprises de l'énergie et de l'agroalimentaire et près de 40% du prix pour les transports avec les répercussions sur l'essence, le gaz, mais aussi l'alimentation qu'on connaît. C'est ce que rapportait Oxfam en 2023, donc il y a déjà 3 ans. La grande question, du coup, Thomas, c'est qui va absorber ces hausses ? Là, tu as raison de dire ça, c'est-à-dire qu'effectivement, Total, qui produit du pétrole, va profiter, des entreprises de l'énergie vont profiter de ces hausses. Elles vont avoir un effet prix, c'est-à-dire qu'elles vont vendre le même volume de pétrole, mais à un prix qui sera peut-être 60% plus élevé. Donc elles vont gagner de l'argent sur parfois des installations qui sont quasiment amorties, etc. Donc ils vont gagner beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Ensuite, ils peuvent être tentés, effectivement, quand il y a beaucoup de mouvements de prix, de jouer sur les marges, parce qu'il suffit parfois de quelques jours où vous faites 2-3 centimes de plus et c'est 3 millions en plus dans votre poche par jour. Donc vous voyez, c'est quand même des niveaux importants. Donc il faudra absolument surveiller la DGCCRF, le gouvernement et même des associations de consommateurs, vérifier qu'il n'y ait pas des entreprises qui profitent de ces mouvements de prix. Mais après, en l'occurrence, si le prix augmente, et même si tout est reporté de manière purement naturelle, sans abus, in fine, c'est le consommateur qui va payer. C'est le consommateur qui va payer. Et là, le consommateur va être d'autant plus impacté qu'il est dépendant, encore une fois, des carburants. Alors quand vous êtes à Paris, on l'a dit souvent à Paris, 14% des gens utilisent leur voiture pour aller travailler. C'est-à-dire que vous avez 86% des gens qui n'utilisent plus la voiture. Et on l'a souvent dit ici, je pense même que dans les nouvelles générations, le permis de conduire est un marqueur social. Quand vous ne l'avez pas, c'est que vous êtes riche parce que vous vivez dans un centre-ville. Mais par contre, quand vous allez en banlieue déjà, dans le 93, la première couronne, vous êtes à 30-40% d'utilisation de la voiture pour aller travailler. Dans la grande couronne, 50%. Dans la majorité de la France, entre 75 et 85%. C'est-à-dire que vous êtes très dépendant de la voiture pour vous déplacer. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez des prix de carburant élevés, c'est une dépense contrainte qui est très élevée, qui rogne les autres dépenses.
nourriture, loisirs, etc. Qui augmente aussi. Qui augmente aussi, Ouais. soit dit en passant. Voilà. Sur la hausse des prix du carburant, de quel levier dispose vraiment le gouvernement là, pour protéger les consommateurs? Parce qu'on a vu que Sébastien Lecornu a annoncé des contrôles dans les stations-service contre les hausses abusives du prix à la pompe. Mais il y a Michel-Édouard Leclerc qui a dit bon, ces contrôles-là, c'est juste pour voir entre la facture et le prix affiché. Mais est-ce que le gouvernement a l'outil d'aller voir plus loin dans les marges ou les choses comme ça? Et puis surtout, est-ce qu'il en a l'envie? Donc c'est quoi un peu ces leviers? Non, alors là, tu as raison de dire ça. C'est vrai que le gouvernement, comme il ne veut pas mettre 1 euro, il ne veut pas mettre 1 euro ou 1 centime, il ne veut pas baisser les taxes, il ne veut pas non plus bloquer les prix, parce qu'il part du principe qu'au niveau budgétaire, il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Oui. Tu vois, là, sur ce sujet-là. Oui, sur ce sujet-là, tu as raison de dire ça, sur ce sujet-là. Mais moi, ça m'inquiète un peu parce que, comme la plupart des crises aujourd'hui viennent de l'extérieur et qu'on a très peu de contrôle sur l'extérieur, j'ai peur que si on a une nouvelle crise, il n'y ait plus de soutien de l'activité ou du quoi qu'il en coûte, qui a quand même été, disons-le, utile. Et là, le gouvernement part du principe qu'il n'y a plus 1 euro à prendre, là. C'est fini. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut mettre la pression sur les opérateurs, Total, etc., disant on va vous contrôler, etc. Mais en réalité... il y a eu un très gros rapport qui a été fait en 2012 par Moscovici sous Hollande pour essayer de comprendre les marges des pétroliers, parce que cette affaire montait tellement qu'ils ont dit la conclusion du rapport, c'est qu'on ne sait pas trop en fait. Les marges de Leclerc sont différentes des marges de Total, ça dépend du pétrole que vous achetez. Donc c'est très difficile. Donc on peut surveiller l'évolution des prix et faire des contrôles, mais la marge réelle nette, personne ne la connaît. Et il aurait quoi comme levier, le gouvernement, s'il mettait vraiment du sien? Moi, je pense qu'il ne faut pas écarter des leviers qui existent, par exemple, dans le Code du commerce, qui est le blocage des prix. C'est-à-dire qu'à un moment, encore une fois, c'est comme on l'a dit, le vrai problème, c'est les inégalités. Vous avez des gens vraiment qui, pour aller travailler, pour n'importe quel déplacement, ont besoin de la voiture. Ça, c'est dû... Alors, ça ne date pas d'hier. Je l'ai dit, les prix du pétrole ont augmenté. On a eu de nombreuses crises. Rien n'a été fait. Et c'est dû à des facteurs structurels d'éloignement de l'habitation par rapport au lieu de travail, etc. Au bout d'un moment, si le prix augmente trop, il va falloir les protéger. Donc, il faudra bloquer les prix. À partir du moment où tu bloques les prix, eh ben, c'est l'État qui paye le différentiel après. Et là, pareil, c'est 1 centime de différentiel, c'est 1 million en moins dans les caisses de l'État par jour. Donc, c'est très coûteux, ça rapporte beaucoup l'essence. Mais il ne faut pas écarter cette possibilité-là. Parce que sinon, on accepte qu'une partie des consommateurs vont peut-être passer dans le rouge ou vont passer de la pauvreté à l'extrême pauvreté à cause des prix du carburant. Mais l'État écarte tout de suite ça parce qu'il ne veut pas dépenser 1 euro, c'est fini, quoi. Le graphique de qui paie quoi sur les prix du carburant, c'est assez intéressant puisque, par exemple, dans 1 litre d'essence, il y a 50 à 60% de taxes. Oui. C'est quoi un peu cette fiscalité et qu'est-ce que tu en penses? Alors, tu as raison, ça, il faut le rappeler aux gens. Parce que tu as 30% qui est le produit, l'essence, et puis après, tu as 50-60% de taxes en fonction de diesel, gazole. Tu as une taxe qu'on ajoute, c'est-à-dire que tout le monde paye la même taxe, que tu prennes ton 4x4 pour aller dans ta maison à Deauville, de Paris, tu payes la même taxe qu'un mec qui va prendre une voiture vieille pour aller travailler. La taxe est la même. Et tu as ensuite de la TVA sur ton produit, de la TVA sur la taxe. La TVA, on le sait, on l'a dit plusieurs fois, c'est un des impôts les plus injustes. Donc la fiscalité des carburants est extrêmement injuste. Il n'y a jamais eu plus injuste. Quelle que soit ta voiture, quel que soit l'endroit où tu habites, quel que soit ton salaire, tu payes la même taxe. Donc la pression fiscale est plus forte sur les pauvres que sur les riches, très clairement. Elle est plus forte sur ceux qui n'ont que la voiture que sur ceux qui ont le choix, c'est-à-dire de prendre les transports, le vélo ou la voiture. Donc c'est une fiscalité injuste. Ça fait des années qu'on le dit, ça fait des années que les prix du pétrole augmentent, ça fait des années qu'on dit qu'il faudrait inventer quelque chose d'autre ou au moins avoir une réflexion là-dessus. Elle n'a jamais été posée. Voilà, elle n'a jamais été posée. À un moment, il y avait la TIPP flottante, c'est-à-dire que les taxes pouvaient baisser quand les prix augmentaient, puis elles réaugmentaient quand les prix baissaient, ce qui permettait de lisser les prix. Ça pouvait être intéressant. Et puis après, il y a eu des taxes à un moment. Alors les gens vont peut-être crier quand je vais vous dire ça, mais il faut s'en rappeler, ça s'appelait la vignette sur la voiture. La vignette sur la voiture est extrêmement intéressante parce que vous payez, on aurait pu baisser par exemple les prix des carburants et mettre une vignette. Et cette vignette, vous la payez d'autant plus cher quand vous habitez dans une région où vous avez des transports et quand vous prenez des grosses voitures cylindrées. Oui, c'est le problème de la vignette actuelle, c'est qu'elle est mal faite. Elle est mal faite. Parce qu'on peut avoir une voiture très neuve et très polluante et avoir une vignette qui est très bien. Juste parce qu'elle est neuve. Exactement. Mais revoir ça sur des critères sociaux, de pollution aussi, avec une volonté vraiment de progressivité, ça pourrait être intéressant parce que ça inciterait les gens à aller vers un type de voiture quand ils achètent, qui soit beaucoup plus neutre, de moins aussi impacter les gens qui ne peuvent pas renouveler leur voiture et ainsi de suite. Enfin, il faudrait vraiment trouver, mais une réflexion doit être posée là-dessus pour que l'essence puisse être moins chère pour ceux qui en ont besoin
pour vivre que pour ceux qui l'utilisent pour des loisirs et qui ont d'autres moyens de faire. À Paris, utiliser sa voiture alors qu'on a un réseau de transport dense, des vélos, des mobilités douces qui sont quasiment accessibles partout. Bon, ben là, on est capable, et que les distances sont plus faibles, parce que vous l'utilisez, c'est très faible Paris. Donc là, vous pouvez effectivement payer avec une vignette un coût du carburant global qui serait un peu plus cher. Puis on pense aussi, c'est une parenthèse, mais je pense que c'est bien d'être dit, pour les professionnels et ou les personnes non valides qui sont obligées d'utiliser des transports, et que du coup, encore une fois, c'est elles qui payent le prix du carburant, parce qu'il est, comme tu l'as dit, il est inégal. Et sur la fiscalité, j'ai l'impression que du coup, c'est toujours soit l'État ou surtout le consommateur qui finit par payer et jamais le pétrolier. Oui, faut mettre tout le monde à contribution. Alors, le problème, c'est qu'encore une fois, il y a une asymétrie d'information. Moi, je me souviens qu'à l'époque, Moscovici avait prévu de baisser de 6 centimes les taxes. Il avait dit on baisse de 6 centimes, 3 centimes les taxes, c'est nous qui prenons, 3 centimes, c'est les pétroliers. C'était très difficile de voir si alors là, on parle de petits centimes à l'époque, mais ça a été très, très difficile de voir. La première semaine, on l'a vu. Puis après, on avait du mal à savoir, parce que les prix fluctuent. Donc, on avait du mal à savoir si tout le monde jouait le jeu. Si vous bloquez les prix et que vous décidez de partager entre l'État et par exemple les pétroliers, voilà, là vous mettez un rapport de force avec le distributeur. Et ça, c'est pas mal parfois. Ouais, mais dans une politique aussi libérale qu'a mis en place Emmanuel Macron, où il n'y a aucun rapport de force avec les entreprises, les grandes entreprises, c'est impensable en fait. Il a même pas. Enfin, moi, parce que ça ne touche pas que l'essence. Les grandes entreprises aujourd'hui, elles font ce qu'elles veulent. Non, bien sûr. On l'a bien vu avec les biens de première nécessité au moment de la crise inflationniste. Il y a eu 20% sur l'alimentaire. L'État n'a pas voulu bloquer au moins un panier de biens. Donc ça mettrait du temps. Mais là, les prix du pétrole sont très clairement tirés par la situation au Proche-Orient. Il est clair qu'il est possible, compte tenu de la structure du marché des distributeurs, que certains en profitent et il faut les surveiller. Et après, il ne faut pas se passer de la possibilité de bloquer des prix. Le blocage des prix, c'est bien parce que vous avez une lisibilité. Vous bloquez un prix à tel niveau et vous avez une lisibilité ensuite. Voilà. Puis en plus, moi, ça me fait rire à chaque fois parce qu'à chaque crise, quand ça va bien, on dit oui, mais c'est normal que les actionnaires ils aient énormément de dividendes parce que quand il y a des risques, c'est eux qui les prennent. Puis quand il y a une crise, les actionnaires, ils n'ont aucun risque puisqu'en fait, c'est l'État qui avale tout. Donc c'est quand même assez ironique. Exactement. Là, il y a quand même eu une annonce de Michel-Édouard Leclerc la semaine dernière qui disait que pour le week-end dernier, les prix allaient baisser parce qu'ils allaient les bloquer, etc. au niveau du distributeur. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors, on ne sait pas sur quel temps. Ils ont dit effectivement qu'ils allaient baisser de 30 centimes, mais ils ont acheté le pétrole au moment où il était à son prix bas, c'est ce qu'ils ont dit, et on va voir combien de temps ça dure. Voilà, on sait pas, on ne sait pas, mais c'est une bonne nouvelle. Et il y a aussi Total qui a annoncé qui bloquait les prix à des niveaux un peu au-dessus des prix que nous avons là. Ils ont mis un prix plafond et qu'ils ne dépasseraient pas ce prix-là jusqu'à la fin mars. Donc, ils partent du principe que là, on est sur un pic, je pense. Pareil, c'est une bonne chose, mais il faudra vérifier après. Il faudra faire attention. Parce que parfois, quand vous bloquez des prix, que vous perdez de l'argent à un moment, quand les prix descendent, vous les rattrapez, ou vous en gagnez moins qu'avant. Parce qu'effectivement, Total va gagner énormément sur les prix du pétrole. Sur la distribution, l'essence, quand vous bloquez les prix après, il est possible qu'après, quand ça redescende, vous rattrapez les marges que vous avez perdues. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, le gouvernement doit regarder ça. Et puis après, il doit tenir ce rapport de force qu'il a essayé de faire plus ou moins avec les distributeurs pour pas qu'il y ait d'abus. Ils se prennent le revers de la médaille d'avoir eu une politique autant libérale ces dernières années aussi. Ils se prennent le revers de la médaille. Et puis ensuite, encore une fois, la question des carburants et de la fiscalité n'intéresse personne parce que les élites parisiennes ne sont pas concernées directement et ils n'arrivent pas à comprendre que quelques centimes à la fin fait 20, 30 euros en plus qui va se greffer sur d'autres choses et donc il n'y a pas de réflexion là-dessus et on a fait plusieurs fois d'émissions là-dessus. Le vrai problème aujourd'hui de la fiscalité des carburants, elle tient au fait qu'il y a une inégalité majeure dans l'utilisation de la voiture dans notre pays. Si on était tous à la voiture comme aux États-Unis, ce serait un truc plus... Voilà. Mais comme là, il y a des gens qui n'en ont pas besoin et des gens qui en ont besoin, et les gens qui n'en ont pas besoin sont ceux qui ont le pouvoir et le capital, c'est des questions qui ne les concernent pas, donc ils s'en foutent. Ils disent les gens pourront subir l'ajustement. Est-ce que c'est aussi, pour terminer, est-ce que c'est aussi le résultat du fait qu'on n'ait jamais eu de politique de vraie mobilité en France, le fait qu'on ait abandonné le train, la fonte, j'en passe, le fait qu'on ait abandonné le système de transport, en fait? Vous avez 70% des Français qui n'utilisent que la voiture, un peu moins. C'est un chiffre d'Eurostat. Pourquoi? Mais pourquoi? Pas parce qu'ils adorent la voiture. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autres substituts. On nous parle d'indépendance, mais en fait, on n'a aucune politique qui prend plus de recul pour s'indépendantiser. On le voit bien avec l'exemple de Paris.
et d'ailleurs qui est copié par beaucoup de grandes villes, même où la voiture fonctionne encore bien, comme New York, etc. Paris, en fait, quand vous avez un réseau de transport dense, sûr, bien, et que vous avez des mobilités qui sont à portée de main, des pistes cyclables, des infrastructures faites, la voiture, naturellement, elle disparaît. Naturellement, elle disparaît. Donc, quand vous avez des transports qui fonctionnent bien, quand vous avez des lignes comme Paris-Marseille qui fonctionnent bien, de TGV, ou Paris-Bordeaux, la voiture disparaît. Paris-Lyon, la voiture disparaît. Et même l'avion disparaît. Donc, vraiment, le maillage des chemins de fer, les transports qui consomment peu de carbone sont quand même une clé très importante aujourd'hui pour casser la dépendance à la voiture, complètement. Et si aujourd'hui on veut retourner dedans, on n'a plus trop le savoir-faire avec toutes les fermetures d'usines qu'on a connues, donc c'est bien dommage. Alors qu'on était les meilleurs. Oui, comme d'habitude. On a souvent la même conclusion, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. Vous le savez, en pleine offensive de l'extrême droite, le média se bat pour défendre une information libre, indépendante, hors des mains des milliardaires et leur agenda politique. Et on avance des millions de spectateurs sur Internet. Puis nous sommes maintenant diffusés sur Free, Orange et pourquoi pas bientôt la TNT francilienne. Et tout ça ne peut se faire sans vous, citoyens et citoyennes. Notre seule force, c'est vous. Alors rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.